Le troisième dossier concerne Madame L. Elle a 50 ans, elle fume 40 paquets années, présente un éthylisme chronique, un fibrome utérin, bref, et elle consulte en neurologie pour des troubles de la marche. Ces troubles se sont installés de façon progressive sur quelques semaines dans un contexte d'altération de l'état général, elle a maigri, et elle se plaint essentiellement d'une grande fatigabilité, d'avoir de plus en plus de mal à monter les escaliers. Par ailleurs, vous avez remarqué qu'elle avait des difficultés à attraper les objets haut placés et à se coiffer. À l'examen, elle a une marche dandinante, vous mettez en évidence un déficit moteur proximal bilatéral au niveau des membres inférieurs et à minima aux membres supérieurs avec un examen neurologique qui ne retrouve aucun autre trouble, notamment pas de troubles sensitifs. Alors, première question, quels sont les diagnostics que vous devez évoquer ? Eh bien, globalement, il y a 3 cadres diagnostiques possibles face à ce type de symptômes. Soit il s'agit d'un syndrome myogène, elle a un déficit moteur proximal des 4 membres, pas de troubles sensitifs associés. Et dans ces cas-là, on peut évoquer soit une polymyosite, soit des myopathies endocriniennes, comme par exemple dans le cadre d'une hyperthyroïdie. Soit c'est une pathologie de la transmission neuromusculaire, donc type myasthénie, Lambert-Eaton. Soit enfin, on peut être face à une polyradiculonévrite, mais qui serait là plutôt subaiguë qu'aiguë, puisque ça fait quelques semaines que le tableau évolue. Deuxième question, l'examen montre des réflexes ostéotendineux qui sont abolis aux 4 membres. Quels sont les 2 diagnostics à envisager ? Donc là, on a éliminé une des hypothèses. Soit il s'agit d'une polyradiculonévrite, vous savez que là, les réflexes sont abolis, soit il s'agit d'un syndrome de Lambert-Eaton. On a avancé sur les pathologies de la jonction évocable, puisque vous savez que dans la myasthénie, les réflexes ostéotendineux sont présents. Comment seraient les ROT en cas de syndrome myogène ? Alors, effectivement, on a éliminé le syndrome myogène parce que dans le syndrome myogène, tant que la musculature est suffisante pour permettre le mouvement musculaire qu'on observe lorsqu'on tape les réflexes, eh bien les réflexes sont normaux. En fait, ils finiront par être abolis quand les patients ont vraiment une amyotrophie extrêmement évoluée et que donc, si vous voulez, la contraction musculaire n'est plus visible. Mais en soi, l'arc réflexe est toujours présent. Troisième question, quel élément clinique pouvez-vous rechercher pour vous orienter et quel examen complémentaire demandez-vous pour avancer dans votre démarche diagnostique ? Donc on a dit soit une PRN, soit un Lambert-Eaton. Eh bien, on va faire un effort physique répété à la patiente et on va recontrôler les réflexes ostéotendineux. Dans la PRN, ça ne changera pas, ils sont abolis, point. Dans le Lambert-Eaton, il y a un phénomène de facilitation à l'effort répété, en gros un peu l'inverse de la myasthénie, qui fait que les réflexes peuvent réapparaître après un effort. Et ensuite, comme examen complémentaire, vous allez lui faire un électromyogramme avec étude à la fois de la conduction en détection et en stimulation répétitive, qui est vraiment l'examen qui permet de poser le diagnostic. Question 4, eh bien effectivement, on fait un EMG et il objective une diminution de l'amplitude des réponses motrices lors de la stimulation répétée à basse fréquence et une augmentation nette de leur amplitude lors de la stimulation à haute fréquence. Eh bien ça pose le diagnostic d'un syndrome de Lambert-Eaton. Avec vraiment, on va dire, la facilitation qui est objectivée par l'augmentation de l'amplitude à la stimulation haute fréquence. 5e question, est-ce que vous faites d'autres examens complémentaires? Si oui, lesquels? Et sinon, justifiez pourquoi. Eh bien, oui, il faut faire des examens complémentaires, évidemment. D'abord, dans le cadre du diagnostic positif de Lambert-Eaton, non seulement il y a l'EEG, mais vous allez également rechercher les anticorps, qui sont cette fois-ci des anticorps anticanocalciques. Et puis, vous allez surtout faire un bilan à la recherche de la pathologie causale du Lambert-Eaton. Vous savez que malheureusement, dans 70% des cas, le Lambert-Eaton est paranéoplasique et il est très fréquemment associé au cancer pulmonaire et là encore, très fréquemment associé à des cancers à petites cellules. Donc, il faut faire au minimum un scanner thoracique. Évidemment, on va élargir un peu puisque ce n'est pas toujours le poumon qui est en cause. Donc, on fait plutôt un scanner thoraco-abdominopelvien parce qu'il faut les surrénales qui sont également pourvoyeuses. Et on fera une fibroscopie bronchique. Autre cadre diagnostique, c'est celui éventuellement d'une maladie dysimmunitaire. Donc, on fait un bilan biologique
assez large avec une immunoélectrophorèse. On recherche des facteurs antinucléaires, des anticorps antithyroïdiens et on va typer les fans, rechercher des SSA, SSB, etc. On fait aussi un bilan thyroïdien de principe puisque les dysthyroïdies dysimmunitaires peuvent être associées à des syndromes de Lambert-Eaton sur maladie auto-immune. Quel est le mécanisme de cette affection? Alors, dans cette 6e question, vous devez dire que le Lambert-Eaton, il est secondaire à un blocage présynaptique. C'est la différence avec la myasthénie auto-immune qui, elle, correspond à un blocage post-synaptique. C'est 2 maladies de la jonction, mais le problème ne se situe pas au même endroit. Là, le blocage de la libération d'acétylcholine est présynaptique, puisqu'il y a des auto-anticorps qui sont des anticorps anticanocalciques et qui vont venir réduire l'entrée du calcium qui est nécessaire à la libération de l'acétylcholine dans la synapse. Dans 70% des cas, la cause de la fabrication de ces auto-anticorps est paranéoplasique. Dans 30% des cas, elle est liée à une maladie dysimmunitaire plus large.